Bonjour à tous. Bienvenue dans cette session sur Startup PME à impact. Comment est-ce qu'on peut changer d'échelle et avoir un scale-up gagnant-gagnant? Donc c'est la thématique de cette session où on est ensemble pendant donc 40 minutes. Et l'objectif, c'est d'échanger finalement sur les différences qu'il y a entre des startups et des PME dans leur changement d'échelle, donc dans leur phase de scale-up, et d'échanger déjà pour s'interroger sur qu'est-ce que c'est la différence entre une startup et une PME, vraiment, concrètement, et surtout après de se dire c'est quoi les grands enjeux du scale-up et finalement quels sont les outils qui sont mis en place pour pouvoir accélérer et faciliter cette croissance des organisations et de leur impact. Pour cela, on accueille une très belle table ronde ensemble. Et donc, je vais vous présenter rapidement, avant qu'ils ne se présentent eux-mêmes, les différents panélistes d'aujourd'hui. Donc, nous avons le plus éloigné de moi, Nicolas Cavalier, qui est cofondateur de Telaqua. Qui nous en parlera un petit peu plus tout de suite. Christelle Yang Kwame, qui est de la Côte d'Ivoire, qui est directrice pays de Enesa Éducation. Nous avons Maëlle Mbaye, qui est responsable Afrique du Nord de BPI France. Ensuite, nous avons Nouman Ferri, qui est directeur de l'accélérateur Deep Tech Technoria, pardon. Et enfin, nous avons Hicham El-Merini, qui est coprésident d'Africa Linked et fondateur de SM2E. Et moi-même, je suis Isabelle Oyo, fondatrice de Scale Changer, qui est une structure qui accompagne le changement d'échelle et le scale-up d'entreprises à fort impact en Afrique, mais également en France et en Europe. L'idée, c'est qu'on puisse échanger justement sur un petit peu ces grands enjeux de la croissance. Mais avant, pour juste poser le cadre, je voudrais, Nouman, si vous pouviez juste nous présenter, vous qui avez travaillé, donc je vous ai juste présenté une des casquettes de Nouman, mais qui a été aussi ministre en Tunisie du numérique, qui a beaucoup travaillé sur ces questions de qu'est-ce que c'est une start-up, qu'est-ce que c'est une PME pour faire le Startup Act. Donc est-ce que vous pouvez juste nous dire, selon votre définition après tout ce travail, qu'est-ce que c'est la différence entre les deux ? Il reste 37 minutes, j'ai besoin d'une heure et demie. D'accord. En gros, sans rentrer dans des discussions philosophiques, une PME innovante et une start-up sont toutes les deux innovantes. On a pris la définition, en tout cas en Tunisie, pour le label start-up, parce qu'on a lancé la loi Startup Act, c'est le caractère scalabilité. C'est-à-dire qu'une start-up, elle peut aller très vite, très loin, et les moyens et le revenu est décorrélé, presque décorrélé des moyens de production. Une usine est une entreprise innovante, mais n'est pas forcément une start-up. Un producteur de software ou plateforme, la scalabilité peut être très rapide et voilà. Donc c'est le mot scalabilité qui fait la différence. Je ne veux pas aller plus loin, sinon on rentre dans des discussions philosophiques. Voilà. Qui apparemment ont duré assez longtemps en Tunisie, mais aussi dans d'autres pays sur ces questions-là. L'idée, c'était plutôt de planter le décor, sachant que en préparant cette table ronde, j'ai posé la question à chacun de nos panélistes quelle était la différence, et tout le monde avait quand même une définition assez différente, donc j'imagine que ça a pu prendre un certain temps. On va commencer par nos entrepreneurs. Est-ce que de votre côté, alors peut-être est-ce que vous retrouvez dans cette définition et vous considérez plutôt comme une start-up ou une PME, et finalement racontez-nous déjà aussi ce que c'est votre organisation, ce que vous faites et quel est votre parcours de croissance de l'organisation. Merci. Alors, moi, je dirais que start-up, déjà, est un terme qu'on a appris à découvrir. Je ne pense pas qu'il y ait 15 ans, on parlait de start-up. Donc, je vais sur l'entreprise qui est naissante, mais qui a un fort potentiel. Donc, je me positionne sur la start-up, surtout en fonction de l'activité. Si à partir du moment où son activité permettrait d'avoir, on va dire, un développement à l'échelle assez important, donc je me présenterai en tout cas comme une start-up. Donc, nous sommes dans l'EdTech. Donc, nous produisons une plateforme de soutien scolaire qui offre à tous les élèves du primaire et du secondaire le programme éducatif national sous le format de leçons, de résumés de cours, de bibliothèques numériques, de devoirs et d'examens
pour aider à relever en fait le taux de réussite nationale aux examens et réduire le taux d'abandon scolaire. Donc c'est ce que nous faisons. Et en termes d'entreprise ou en termes d'enjeux, le but effectivement d'abord est de conquérir un pays. Donc les ressources, que ce soit en termes de contenu pédagogique, correspondent d'abord à un pays. Donc le besoin est d'abord national. Et ensuite ce besoin national-là, il essaie de s'externaliser, que ce soit dans la sous-région, que ce soit dans des marchés qui partagent, on va dire, ces mêmes ressources-là, ces mêmes contenus, mais aussi les mêmes habitudes de consommation. Et pour pouvoir passer, en tout cas, de notre idée à ce marché-là, on a développé quand même quelques petits partenariats stratégiques qui permettent d'aller un peu plus vite sur d'autres marchés. Parce que, basiquement, on adresse directement l'élève ou le parent d'élève. Et maintenant, on essaie d'adresser le parent d'élève par d'autres types de partenariats, que ce soit en B2B aussi. On essaie d'adresser, on va dire, d'autres partenaires en embarquant notre soutien scolaire dans d'autres services. On essaie aussi de sortir du pays et d'explorer les pays qui partagent avec nous le même programme éducatif, donc notamment les pays qui partagent d'abord la langue française et qui ont en commun, en fait, ces enjeux sous-régionaux, notamment en Afrique de l'Ouest francophone. Et aujourd'hui, peut-être juste une dernière question, mais c'est quoi les principaux freins pour passer à l'étape d'après dans votre scale-up ? Alors, les principaux freins, en tout cas dans notre cas, c'est déjà l'adoption d'un nouveau marché. C'est-à-dire il faut d'abord analyser ce marché-là. Et sur notre filière plutôt, c'est l'EdTech. Et on est en Afrique francophone. Donc, il y a 2 nouvelles activités. Apprendre avec le digital, avec toutes les contraintes que cela comporte, donc l'accessibilité, la compréhension, la sensibilisation du fait que le téléphone peut aussi servir à apprendre, pas seulement à se divertir. Et ensuite, l'autre contrainte, c'est qu'on travaille forcément avec les opérateurs de téléphonie. Donc si une connectivité n'est pas... si en termes d'accessibilité d'Internet ou d'équipement informatique, on est limité, c'est un des freins majeurs en fait dans notre domaine d'activité. Merci. Et toi, et vous de votre côté, Nicolas, est-ce que vous pouvez nous présenter Tel-A-Quoi et votre parcours et vos enjeux à venir ? Oui, merci. Bonjour à tous. Donc Tel-A-Quoi, c'est une société qu'on a créée il y a bientôt 5 ans, en avril prochain. On est spécialisé dans les solutions de gestion de l'irrigation et d'optimisation de la consommation d'eau pour les agriculteurs. Aujourd'hui, on travaille principalement avec des grands groupes internationaux. Et justement, aujourd'hui, on se considère comme une start-up, voire une PME, parce qu'on fabrique du hardware, on produit aussi notre propre software, donc on fait quasiment tout en interne. Mais pour passer du niveau de start-up qui est tout le temps en train d'innover, qui cherche son product market fit, qui l'a trouvé, mais est passé à la phase de scale-up, il nous faut encore du volume. Et aujourd'hui, notamment dans les achats des composants pour les capteurs, donc pour réduire les coûts et pour pouvoir s'adresser au plus grand nombre, et aussi dans la partie software où il faut arriver à faire une plateforme qui peut s'adresser et répondre aux besoins de tous. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas chez nous. On s'adresse principalement à des très grands groupes qui ont certaines problématiques et on cherche à toujours rendre nos fonctionnalités les plus scalables possibles pour passer à l'étape d'après. D'accord, donc vos enjeux, c'est continuer à innover et réduire les coûts. Continuer à innover, il faut aussi du financement et il faut beaucoup de clients. Ça marche. Donc, client, financement. Je voulais passer à vous, Hicham, justement, vous, avec votre double casquette, parce que en tant qu'entrepreneur, justement, est-ce que vous avez aussi des enjeux de scalabilité pareils ? Et finalement, en tant que réseau d'entrepreneurs, vous avez essayé de mettre en place des solutions pour faciliter le scale-up. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Il est évident qu'il y a une similitude entre les besoins d'adaptation quand on a besoin d'un scale-up, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit dans un réseau ou une communauté d'entrepreneurs, ou qu'on change d'échelle d'une start-up à une PME. Ce qui est intéressant pour moi, en tout cas, dans tous ces éléments-là, il est évident qu'on va tous avoir des définitions différentes pour la start-up. On imagine bien que les start-up, on en trouve plus dans le domaine du numérique, dans le domaine de la biotechno, et ainsi de suite. Moi, je vais dépasser ce stade juste pour dire que
le point commun de tout ça, c'est quand même l'homme, enfin, avec un grand H. C'est la femme et l'homme qui sont porteurs d'un projet, qui vont créer une entreprise à un moment donné. Ces personnes-là sont toujours dans la même difficulté, qu'ils soient à un niveau création start-up, qu'ils soient dans le cas de la PME ou même plus tard lorsqu'ils sont de plus grande taille. Ces besoins, c'est quoi? C'est innover, parce qu'il faut bien qu'à un moment donné, qu'on passe de l'idée à l'action. Donc quand on a une idée, il faut bien la transformer pour créer une entreprise. Une fois qu'on est dans ce domaine-là, on a la difficulté de maintenir toujours une créativité, une innovation, parce qu'il va falloir trouver un produit qui s'adapte au marché. Donc on a cette contrainte, quel que soit le niveau et la taille de l'entreprise. Et bien évidemment, à chaque fois qu'on va passer à une étape, que ce soit dans le domaine de la PME où bien évidemment les steps sont moins grands, alors que dans le domaine de la start-up, effectivement, on peut avoir une croissance un petit peu vertigineuse. La nécessité et la capacité d'adaptation restent toujours essentielles. Ça, lorsqu'on le transfère au domaine de l'association et quand on regarde comment se déroule effectivement la coordination d'un réseau d'entrepreneurs, d'une communauté d'entrepreneurs telle qu'Africalink, on est sur à peu près les mêmes difficultés parce qu'à un moment donné, on a un nombre d'adhérents qui est croissant. Ce nombre d'adhérents, il va falloir qu'ils trouvent un intérêt au niveau de la communauté d'entrepreneurs. On se développe ailleurs parce qu'aujourd'hui, Africalink, c'est pratiquement une start-up parce qu'on a créé ça il y a 5 ans. Et aujourd'hui, on s'est retrouvé dans la difficulté de se développer ailleurs. Nous sommes aujourd'hui présents dans 10 pays africains. Nous venons d'ouvrir une antenne en Belgique. Et on est aujourd'hui dans exactement le même schéma, qu'on soit une entreprise ou qu'on soit un réseau d'entrepreneurs pour essayer de s'adapter à l'évolution. Ça marche. Après, ce que vous aviez constaté, il me semble, dans votre réseau, et que vous avez un enjeu, Nicolas et Christelle en parlaient, du financement, de comment est-ce qu'on arrive à investir avant d'arriver à avoir des grands partenaires, ça prend du temps. Donc Christelle et Nicolas travaillent avec des grands groupes, avec des partenaires qui prennent du temps à pouvoir nouer ce partenariat, à pouvoir aussi se transformer en revenus récurrents qui permettent de faire tourner la start-up. Vous avez vécu ça dans votre réseau et finalement vous êtes dit il y a peut-être des choses à imaginer pour essayer de faire passer les entrepreneurs de cette vallée de la mort comme on l'appelle pour pouvoir justement après accéder à d'autres financements. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en parler? Alors, je suis très heureux que Maël soit présent parce que ce sont des sujets qu'on aborde souvent. Donc, ce sont les sujets de financement, effectivement, des entrepreneurs qui des fois ont de superbes idées, mais qui malheureusement n'ont pas la capacité de les concrétiser. Aller trouver des financements aujourd'hui en France ou en Europe, c'est déjà pas simple. On y arrive, mais c'est déjà assez compliqué. Faire face à cette difficulté en Afrique, c'est juste un vrai combat. Parce qu'une fois que le jeune créateur a fait tout ce qu'il peut trouver en love money, tout ce qu'il peut trouver au fond de ses poches, à un moment donné se trouve la difficulté essentielle pour lancer son business. Et la difficulté essentielle pour lancer le business en Afrique, nous on peut en témoigner parce que j'ai mon coprésident qui est là et on a un sujet que nous avons vécu. On a des personnes qui veulent lancer des entreprises et qui ont besoin des fois de 5 000 euros. Je parle bien de 5 000 euros, de 10 000 euros. Donc ce sont des seuils où effectivement nos institutions qui font un super boulot n'ont pas la capacité de s'adapter pour trouver ce genre de financement. Donc on a discuté avec BPI, on a discuté avec l'AFD, on a discuté avec pas mal d'organes financeurs. Et finalement, nous, au sein d'Africalink, nous avons pris la décision, en tant que membres, et ce n'est pas l'association, c'est vraiment les membres de l'association d'Africalink, d'investir avec notre propre argent pour créer une société d'investissement pour justement donner un coup de pouce à de jeunes créateurs d'entreprises, à des jeunes qui ont des projets, qui veulent les porter au monde de la start-up ou à l'univers de l'entreprise et qui ont énormément de difficultés. Mais on a aussi constaté qu'il ne suffit pas uniquement de mettre de l'argent dans les caisses de ces jeunes entrepreneurs. Ce dont ils ont besoin, c'est aussi de l'accompagnement, parce que bien souvent, ils ont des idées, mais ingénieuses à n'en plus finir. Mais malheureusement, ils ne sont pas adaptés, ils ne sont pas outillés pour combattre, pour trouver un marché, pour rencontrer un banquier, pour discuter d'un certain nombre de choses. Donc l'idée, c'est
à travers la société d'investissement, c'est de rentrer en termes de capital, de les accompagner, mais d'être présent avec eux. Et cette présence, elle va aussi être schématisée par un accompagnement technique, financier, marketing, de telle façon à ce qu'on donne toutes les chances à ce jeune créateur pour que son entreprise, qui, si elle est une start-up, puisse devenir quelque chose de plus grand à l'avenir. Merci beaucoup. Nous, on est fervents croyants de l'accompagnement, vu que le métier de Scale Changer, c'est ça, et qu'on sort d'une semaine de bootcamp du Social Inclusive Business Camp, qui est porté par l'AFD, et dont Christelle a été participante cette année, justement pour se dire que finalement, il y a une partie, le financement, c'est important, l'accompagnement aussi pour développer la réflexion sur son entreprise, pour être prêt à lever les bons financements, sont clés aussi. Merci beaucoup pour ce partage. Nouman, j'aurais aimé passer à vous, parce que vous, finalement... Ah oui, c'est à vous. Parce que vous, finalement, vous avez décidé de cibler certains... Alors, donc, avec votre nouvelle casquette, plus en tant que ministre, mais votre nouvelle casquette, vous avez décidé de cibler certains types d'entrepreneurs qui, eux, en plus, ont besoin d'encore plus de sous que les entrepreneurs d'Africa Link. Voilà. Merci pour la question. Moi, je suis vraiment content d'être entre Hichem et Maël, parce que c'est vraiment ça la problématique du financement. Une entreprise, une start-up a besoin des premiers 10 000 euros pour jouer, faire un truc pour voir si ça marche. Après, elle a besoin de 100 000 euros après, pour démontrer qu'elle peut avoir des clients. Après, elle a besoin d'1 million, etc., pour s'élargir, pour aller conquérir le monde. La difficulté, c'est de trouver les premiers 10 000, qu'on les trouve un peu partout. C'est pour ça qu'on a créé un réseau. Et chaque étape a sa difficulté. Comme a dit Hichem, la première étape, ce n'est pas que les 10 000 euros, c'est donner l'accès à un petit financement, mais surtout accès à l'expertise, accès au marché, à l'ouverture des portes plus efficacement, etc. C'est pour ça qu'il y a un nouveau métier que Hichem a mentionné, mais il n'a pas nécessairement mentionné, non, c'est le métier des Business Angels. Et nous avons créé le Maghreb Diaspora Business Angel Network. Et je fais ici présent la demande qu'on travaille ensemble avec le Maghreb Diaspora Business Angel Network. Parce que qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes des gens de la diaspora un peu partout dans le monde qui ont un lien avec le Maghreb, pas forcément un lien physiologique, hein, un lien parce que le marché nous plaît, parce que où on est originaire de là-bas, pour identifier des startups qui ont un lien avec ce marché, soit en France qui veulent aller là-bas ou là-bas pour aller à l'international, et on les accompagne. On met les premiers avec eux, les premières dizaines de milliers d'euros pour qu'ils puissent aller à l'avant, et on les accompagne jusqu'à ce qu'ils deviennent assez grands pour que BPI finance à travers ses moyens les millions de dollars, etc. Et ça, c'est la start-up standard. En faisant ça, on a découvert qu'il y a un trésor non exploité, qui est le trésor des chercheurs, de la quantité de recherche qui se trouve, de la recherche scientifique en biotechnologie, en industrie des matériaux, tout ce qui est sustainability, et qui se trouve dans les pays africains. Parce que la recherche scientifique, surtout en biotechnologie et en sustainabilité, c'est une recherche, même si elle résout des problématiques globales, elle émane de solutions, elles sont locales. Donc on a mis l'accent sur les startups, appelez les startups industrielles, appelez-les ce que vous voulez, mais le projet Technoriat, c'est de prendre les startups, les entrepreneurs, les chercheurs scientifiques qui ont fait une découverte, une innovation au niveau de laboratoire, et les accompagner à sortir cette technologie de le laboratoire vers le marché. Mais en Afrique, il y a très peu d'expertise pour faire ça. Heureusement qu'en France, il y a eu les SAT, il y a eu 13 sociétés d'accélération de transfert technologique qui, dont le gouvernement français a investi dedans, qui ont sorti 3000 technologies des laboratoires vers le marché. Et donc là,
Nous, on focalise sur ces startups avec de la propriété intellectuelle, puisqu'il y a autres problématiques business. Hein. Il y a la problématique de la maturation de la technologie, il y a des problématiques hyper complexes de la propriété intellectuelle qu'on doit travailler. Donc on s'est associé avec la SAD Paris-Saclay et bientôt avec la SAD Sud-Est pour accompagner ces chercheurs africains, de laboratoires africains qui ont le même niveau de recherche que ceux qu'on trouve en France, sauf qu'eux, ils arrivent à un plafond de verre où l'écosystème de soutien, pas que financier, de leur expérimentation en infrastructure de recherche n'est pas assez développé pour les emmener à l'étape d'après. Et ça, on parle de quelques centaines de milliers d'euros et des petits millions plutôt que les quelques dizaines. Je ne sais pas si j'ai répondu avec votre question, mais c'est ce qu'on fait. Voilà. Je me permets juste de rebondir sur une chose. Effectivement, le financement, c'est très intéressant à différentes étapes de la création de la société et même de sa vie. Il y a quelque chose qui, nous, a été très important au tout début, c'est que par l'intermédiaire de différents types d'accompagnement, on a bénéficié des mêmes sources de conseils que des grosses PME ou des grands groupes de la région. Donc, c'est-à-dire des cabinets de conseil, notre cabinet d'avocats, notre cabinet d'expertise comptable. On a eu des aides comme ça qui ont fait qu'on a pu les avoir pour rien ou quasiment rien. Et ça aide aussi à la partie scale-up parce qu'aussi on a eu des coachs et des mentors qui sont passés par là et qui ont plus d'expérience. Et en fait, tout ça, ça nous a permis de penser directement gros et pas de rester à notre petit état de petit créateur d'entreprise et de penser à l'étape d'après. Et je pense que c'est très important aussi d'avoir ce type d'aides qui ne sont pas juste que financières, mais qui sont aussi de conseils. Voilà. Oui, très souvent, on pense directement argent, alors que l'argent, c'est important, mais l'accompagnement et finalement comment est-ce qu'on arrive à utiliser l'argent de la meilleure manière quand on a réussi à en avoir et à penser sa stratégie et le futur. Je disais tout à l'heure, think big, start small, mais voilà, de commencer, penser grand et d'être ambitieux. Moi, j'avais une dernière question pour vous, Nouman, juste sur le profil. On parle d'entrepreneurs, on parle de dirigeants de PME. Finalement, vous avez là des chercheurs. Est-ce qu'il y a des accompagnements spécifiques pour quand on accompagne un chercheur à mettre sur le marché? Et ma deuxième bout de question, c'est que le temps est important. Donc, je parlais du temps pour Christelle et Nicolas, finalement, de nouer des partenariats avec des grands groupes, qui est toujours beaucoup trop long comparé au temps de la start-up qui va très vite, et alors que le grand groupe met très souvent un temps important avant de valider. Et j'imagine dans toutes les technologies dont vous parlez, qui là en plus ont des temps de maturité encore plus longs, finalement, c'est quoi ce rapport au temps que vous avez, vous, sur le financement? Merci. Alors, est-ce qu'un chercheur est un entrepreneur? On croit tout le monde qu'un chercheur n'est pas un entrepreneur. On a démontré que ce n'est pas du tout. C'est une généralité assez grossière. Les chercheurs, c'est des apprenants. Ils sont ouverts d'esprit. C'est des gens super disciplinés et c'est des gros travailleurs. Et qu'est-ce qu'on demande à un chercheur si ce n'est ces quatre qualités-là? Bien sûr, s'ils ont envie de devenir chercheurs, certains chercheurs n'ont pas envie de devenir entrepreneurs. Pour cela, on les marie avec des gens qui viennent d'écoles de commerce ou de gens qui sont un peu plus entrepreneurs. Mais très souvent, c'est infiniment plus agréable, excusez-moi, cher entrepreneur, de travailler avec les chercheurs parce qu'ils sont beaucoup plus humbles. Et leur ego n'est pas aussi grand que certains entrepreneurs qui ont cru réinventer la roue alors qu'elle était inventée 100 000 fois ailleurs. J'exagère en disant ça et je suis désolé, mais non, j'investis chez les entrepreneurs, ceux qui sont humbles comme ceux qu'on a ici. Alors, ça, c'est la réponse à la partie chercheur-entrepreneur. Maintenant, le rapport avec le temps. Une start-up, communément, en fonction des moyens et des dispositifs de financement et d'accompagnement, comme vous avez dit, mis à disposition par des structures à la BPI et autres, on imagine que le passage
de seed fund, les 100 000 euros vers les millions d'euros, ça se fait en une année, 18 mois. Ça peut se faire. Mais ça dépend des pays. Dans les pays africains, il n'y a pas assez de fonds, il n'y a pas assez de réseaux de business angels qui accompagnent les gens pour exactement ce que tu as dit, pour accélérer le temps, pour leur faire gagner du temps, au lieu d'aller envoyer une cotation à un avocat pour qu'il vous explique qu'il faut faire ça, ou un accountant, etc. L'un de tes mentors sont des gens qui ont fait, donc ils accélèrent l'accès à l'expertise et l'accès au financement. Donc on peut imaginer que si et on observe qu'en France, les dispositifs deviennent assez efficaces par rapport à d'autres pays connus pour les startups comme les États-Unis, mais en Afrique, c'est encore loin. C'est pour ça qu'il y a des fonds de fonds pour créer des fonds à tous les niveaux, les seed stage, etc., etc. Maintenant, pour la recherche, le vrai investissement, il est fait en amont, par nous, par les taxpayers, par les payeurs de taxes dans les laboratoires de recherche publique. Nous, on vient quand il y a une innovation qui est déjà démontrée au niveau laboratoire. Mais derrière, il y a peut-être 15 ans de travail. Et de là à aller vers le marché, ça dépend. Si c'est des médicaments, ça prendra 5 à 7 ans. Si c'est de la biotechnologie médicale, c'est peut-être 3 ans. Si c'est d'autres technologies telles que le digital, ça peut aller beaucoup plus vite. Ça dépend. Mais nous, on capitalise, on profite, entre guillemets, de l'investissement public dans la recherche scientifique pour qu'on les amène après. Ce n'est pas un travail facile, mais et c'est là où la propriété intellectuelle, les challenges, c'est la propriété intellectuelle à qui appartient l'innovation. Bien sûr qu'elle appartient au labo, mais comment négocier la licence du labo vers l'entrepreneur, parce que le chercheur, il a un droit de préemption sur ça, etc. C'est tout l'accompagnement qu'on fait. Voilà. Oui, en effet, très souvent, on a des enjeux de propriété intellectuelle, que ce soit sur la partie labo, mais que ce soit dans la partie start-up, finalement, comment on protège son innovation dans des écosystèmes où déjà, c'est pas toujours facile, où finalement, l'innovation, elle peut être, quand c'est tech, ça peut être plus facile, mais finalement, dans l'innovation sociale, ça peut être aussi des innovations de procédés, des choses qui sont pas si faciles à pouvoir protéger, alors qu'il y a un vrai enjeu dans différents pays. Maëlle, je voulais vous passer la parole. Vous, en tant que BPI France, comment est-ce que vous facilitez finalement le scale-up, parce que vous agissez à plein de niveaux différents, et finalement, vous, dans les enjeux que vous voyez aujourd'hui, est-ce que déjà ça se recoupe avec ce qui a pu être dit, et comment est-ce que vous y contribuez en tant que BPI France ? Je pense que beaucoup de choses ont déjà été dites, et ce qui est vraiment intéressant dans les interventions de chacun, c'est notamment Nouman, au final, ce que tu décris, c'est la stratégie Deep Tech que BPI France a lancée il y a 3 ans. Voilà. Exactement. C'est bien que vous soyez assis à côté aujourd'hui. Là, on a des partenariats entre vous trois. Non, mais ce qui est intéressant, je pense que nous, en France, BPI France, on a vraiment développé toute une stratégie pour soutenir les startups et l'innovation, avec un focus, il y a encore 5-6 ans, qui était plus autour du digital, autour de l'innovation incrémentale. On a développé une communauté avec la French Tech et l'ensemble des acteurs qui opèrent pour soutenir les startups et l'innovation. On a développé des outils d'accompagnement, notamment des outils qui permettent aux entreprises, startups, PME, ETI, de pouvoir bénéficier d'un accompagnement à moindre prix. Et on a également développé des dispositifs de financement, etc. Bref, ce qu'on a réalisé il y a 3 ans, c'est qu'aujourd'hui, le marché était quand même assez saturé, et que surtout, on avait peut-être perdu le main goal en fait, de tout ça, qui était de pouvoir vraiment faire en sorte d'avoir des innovations à impact qui puissent réellement répondre aux défis que l'on va rencontrer. Et que surtout, ces startups qui sont innovantes, ces PME qui sont innovantes, font face aujourd'hui à des verrous technologiques assez importants, avec des fois un marché qui n'est pas encore prêt, assez mature, et que malheureusement, aujourd'hui, ces entreprises-là, ne trouvant pas forcément un soutien financier ou autre en France, se tournent vers d'autres acteurs,
les Américains, en Asie et autres. Et donc, il y a aussi une question à un moment donné de souveraineté technologique, c'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, on est amené à perdre de très belles entreprises et de très beaux projets innovants qui initialement étaient développés ici et qui, à un moment donné, pour des différentes contraintes et raisons, sont amenés à s'expatrier pour aller chercher des solutions ailleurs. Et donc c'est dans ce cadre-là que l'on a lancé il y a 3 ans ce fameux plan Deep Tech, avec comme objectif de pouvoir développer vraiment tout un continuum d'accompagnement avec un fonds dédié, avec des start-up studios pour accompagner ces fameux chercheurs qui sont entrepreneurs à faire le jump vers le monde de l'entrepreneuriat, et également à créer une dynamique. À créer une dynamique en fédérant l'ensemble des acteurs, les SAT, les fonds d'investissement, les business angels, etc., pour sensibiliser sur l'importance aujourd'hui d'accompagner ces entreprises qui développent des innovations de rupture, comme on dit. Au bout de 3 ans, bon, le bilan est quand même plutôt bon. On a réussi à créer même un observatoire des deep tech en France, qui nous permet de pouvoir aussi avoir une connaissance plus précise, plus affinée de l'écosystème. Mais ce qui est également intéressant, c'est qu'on ne s'est pas limité à la France. Et donc, évidemment, on arrive également sur l'Afrique du Nord, sur la Méditerranée, où il y a aussi un potentiel incroyable de partenariat technologique, de transfert technologique, pour faciliter Nord-Sud et Sud-Nord des opportunités également business pour ces entrepreneurs. Et là, ce qui est intéressant, et je pense qu'il faut revenir aussi peut-être un peu aux bases, c'est que il y a encore quand même des synergies, des dynamiques très différentes en fonction des écosystèmes entre la rive nord et la rive sud, qu'il y a des initiatives, typiquement en Tunisie, pour essayer de créer des dynamiques, etc. Mais il manque encore des bases solides pour tout simplement faciliter l'entrepreneuriat, qu'on soit une start-up ou une PME. Et pour le coup, ça serait très intéressant d'avoir votre retour là-dessus, mais aujourd'hui, vous parlez à un entrepreneur qui soit au Maroc, en Côte d'Ivoire ou en Égypte, l'accès à la dette et au financement auprès d'une banque demeure très compliqué, je pense. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, si on regarde d'un aspect réglementaire, par exemple, il demeure très compliqué pour un jeune entrepreneur ou une PME de pouvoir apporter des garanties foncières que les banques exigent encore aujourd'hui. Et malheureusement, il n'y a pas dans tous ces pays des initiatives qui permettent d'avoir des garanties publiques. Et donc, c'est un premier frein. L'autre frein, éventuellement, ça va être sur la partie de l'investissement, où là, tout à fait, je rejoins vraiment vos points également, et les initiatives que vous portez, parce que je pense qu'aujourd'hui, le love money, on le trouve dans ces pays, d'une manière ou d'une autre. On peut lever potentiellement jusqu'à 50 000 € avec des subventions, des aides, etc. Mais après, on arrive sur des tickets à 5-6 millions, ça va être du capital développement en fait, et le capital risque, 5-6 millions encore. Mais le capital risque, aujourd'hui, ne prend pas encore sa part et son rôle, je pense, pour l'entre-deux. Et malheureusement, c'est dans l'entre-deux qu'on a besoin d'accélérer son business pour accélérer le temps de développement et faire en sorte de pouvoir adresser très vite de nouvelles opportunités de marché. Et donc là-dessus, nous, on essaye de collaborer avec des fonds d'investissement, avec des acteurs divers et variés pour essayer d'initier également cette dynamique. Mais je pense que la Tunisie, en l'occurrence, c'est un très bel exemple aujourd'hui, avec la volonté de fédérer ces acteurs, de créer un Startup Act, bref, de poser les bases de l'entrepreneuriat, qu'on soit une start-up ou une PME. Et à partir de là, ensuite, on peut dérouler des initiatives avec un cadre réglementaire qui est beaucoup plus agile, beaucoup plus souple, et avec malgré tout ensuite la possibilité de permettre à différentes personnes de mener des initiatives pour essayer de répondre à ces différents pain points. Merci beaucoup. Je vous voyais, Christelle et Nicolas, hocher la tête. Je veux bien que vous réagissiez. Est-ce que ça résonne ? Exactement. Alors, je voulais réagir sur, on va dire, les attentes des banques dans nos régions. Donc, ce qui fait que nos startups sont obligées de s'adapter. Donc, nous particulièrement, lorsqu'on est dans un modèle B2C, c'est pas évident d'envoyer l'intention d'achat sur papier à son banquier. Donc, on switch très facilement vers le B2B. Lorsqu'une entreprise qui est partenaire avec vous a un contrat et vous assure que par son biais, elle peut commercialiser vos soutiens scolaires, que ce soit dans une prime d'assurance, que ce soit dans un prêt bancaire dédié aux parents à la rentrée, ça rassure la banque. Donc,
En tant que start-up, on a trouvé, en tout cas comme solution, de pouvoir avoir des partenariats stratégiques qui aident à fiabiliser notre business auprès d'autres investisseurs. Parce que le B2C est lent, est prenant en termes d'argent, d'énergie et de temps pour une entreprise. On parlait avant cette rencontre là sur le temps et je plaisantais, je disais ça a pris 1 an, 18 mois pour signer le partenariat. Et Isabelle dit mais ça va 1 an, 18 mois. J'ai dit non, ça va pas 1 an, 18 mois pour une start-up parce que comment on fait pour continuer à payer les salaires, à dire que ça va, à dire aux investisseurs que ça vient. C'est énorme 18 mois, mais ça peut paraître court pour une entreprise avec laquelle vous discutez et qui s'est dit c'est bon, c'est dans notre pipe, vous allez finalement avoir un contrat. Donc c'est ces petites contraintes-là qu'on a autant dans ces alliances stratégiques. Nicolas, vous vouliez compléter ? Ce que je peux rajouter, c'est qu'effectivement, le cap entre les premiers milliers d'euros et les millions d'euros, il est très important. Parce qu'en fait, c'est là qu'on se cherche. C'est là qu'on a une idée, on est en train de chercher notre product market fit. C'est là le moment le plus compliqué, c'est là où on a besoin de plus de soutien. Et donc, effectivement, c'est très important. Et après, pour rebondir un peu là-dessus, nous, on travaille avec des grands groupes internationaux, notamment en Afrique et en Amérique centrale et du Sud. Vous le disiez très bien, on n'a pas le même timing. Nous, dans 6 mois, si on n'a pas fait la vente, on meurt. Eux, bon, bah, si c'est dans 1 an, si c'est la saison prochaine, bon, bah, c'est pas grave en fait. Et du coup, en fait, nous, on met tout ce qu'on a, mais en fait, peut-être qu'un des soutiens qu'il peut y avoir pour passer du modèle startup à scale-up, c'est aussi potentiellement d'aider les grands groupes, les inciter en fait à agir rapidement aussi. J'ai pas forcément la solution miracle. Parce que aussi, on a besoin que ces grands groupes ils soient acheteurs pour qu'ils soient acteurs. Parce que si en fait tout est gratuit, ils le feront pas. Donc, j'ai pas la solution miracle, mais il faut qu'on arrive à trouver aussi quelque chose pour les stimuler un peu. On a fait tout un travail justement d'innovation ouverte et de comment est-ce qu'on rapproche les grands groupes des startups à impact, parce qu'il y a il y a la question du temps, il y a la question de comment on parle, il y a la question, et alors que c'est des débouchés, c'est des partenariats, ça crédibilise la démarche quand on arrive à avoir des partenariats vraiment stratégiques avec ces structures. Nouman, vous vouliez rajouter quelque chose ? En effet, moi aussi, j'ai vu le temps qui nous... J'ai vu le temps. Mais l'open innovation aussi, les business angels peuvent aider énormément à rajouter de la crédibilité aux nouvelles startups pour qu'ils testent chez le groupe qui font confiance au business angel qui est investi dans la startup. Ça, c'est ça aide les exercices d'open innovation. C'est bien parce que j'ai un nom d'une société tunisienne à vous passer. D'accord. Il nous reste en effet 2 minutes et je voulais juste, si vous aviez chacun une recommandation pour justement votre rêve ou votre espoir pour que ça marche, le scale-up, et qu'on ait plus de scale-up, parce que finalement on a pas mal de start-up, on a des grands groupes, mais finalement, ça serait quoi votre recommandation à l'écosystème, aux entrepreneurs pour ce scale-up ? En 30 secondes chacun. Vu qu'on essaye de l'atteindre, on n'en est pas encore là. J'ai pas forcément la science infuse. Il faut juste du temps et du financement et beaucoup de travail. Voilà. Alors, moi, je dirais stratégie. Donc, chercher le moyen d'atteindre facilement ces objectifs quand on n'a pas d'argent. Et puis, je dirais préparation. Donc, préparer ses équipes dès le départ à penser grand. Donc, préparation aussi de l'équipe et du projet même. Voilà. Moi, ce que je dirais, c'est ce que je constate quand j'échange avec des start-upers et autres, c'est qu'il faut aussi aujourd'hui que les start-up méditerranéennes, Afrique du Nord ou autres, saisissent le fait qu'elles ont un modèle aussi unique et authentique et qu'il faut peut-être arrêter aussi de vouloir ressembler à nos amis de la Silicon Valley qui actuellement vivent quand même une période un peu compliquée. Et donc faire preuve aussi d'innovation à ce niveau-là et réussir à peut-être forcer la main aussi aux investisseurs et aux business angels et aux banques pour qu'elles s'adaptent et que ça ne soit pas toujours l'inverse. Voilà. Moi, très simplement, dans le long terme, c'est d'avoir une société d'accélération de transfert technologique public-privé entre les SAT françaises et nos organismes en Afrique, parce que c'est un modèle qui peut marcher et on y travaille. Et dans le court terme, j'ai noté pourquoi ne pas faire une société d'investissement commune entre Africa Link et MDBAN.
Ça a tout le sens. Ça a tout le sens. Vous êtes applaudi par l'audience. Mais moi j'ai juste un petit mot parce que quels que soient les curseurs que nous allons mettre pour dire où est-ce qu'il y a un trou dans la raquette, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il y a réellement un besoin de financement pour soutenir les créateurs d'entreprises. Donc pour moi, il y a deux difficultés. C'est toujours pareil, l'humain. Mais à partir du moment où on a mis en place l'accompagnement nécessaire pour que celui qui a une idée qui puisse la transformer, il est évident que trouver d'autres solutions pour les financements, aujourd'hui, ça s'impose. Merci à tous. Moi, si je vais rajouter mon grain de sel pour conclure, mais en tous les cas, merci pour vos témoignages. Moi, peut-être dans la recommandation, dans l'espoir que j'ai, c'est confiance, parce que je pense qu'il y a beaucoup aussi de frilosité, de se dire, et finalement, quand on vous entend entre 5-10 000 et 5-6 millions, la marche est haute, et que donc finalement, pour que cette marche, elle se réduise, c'est aussi que finalement, alors certes, on arrive à aller plus vite en tant que start-up, à pouvoir dégager plus de revenus et pouvoir montrer qu'on a un modèle qui fonctionne et qui arrive et que ça donne confiance, et qu'en même temps les financeurs puissent aussi accepter de diminuer leur réticence à la prise de risque pour se dire que finalement il y a des modèles qui marchent, qu'il faut leur donner du temps, qu'il faut y croire aussi, et que finalement la prise de risque elle est des deux côtés. Et donc pour moi peut-être que le mot qui ressort pour combler un peu cette grande étape entre quelques dizaines de milliers et quelques millions, c'est une confiance mutuelle et une prise de risque partagée. Merci en tous les cas beaucoup pour vos témoignages. J'espère que ça vous a plu. Et bonne fin d'Emerging Valley.